Pour toi, ce serait quoi la raison numéro 1 d'investir en fait? C'est-à-dire qu'on regarde tout simplement, surtout en Suisse, le taux qu'on reçoit sur un compte courant commun. Et on voit que l'argent ne bouge pas. On utilise l'IA pour trouver l'IA. Bienvenue sur Unlocked, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la finance, mais pas que. Aujourd'hui, on va accueillir Gilles Boitel. Enchanté. Enchanté. Même si on se connaît déjà. Alors Gilles, tu es aujourd'hui Head of Xtrackers Sales chez DWS, c'est bien ça? Exactement. Donc c'est la vente de nos produits cotés en bourse qui couvre tout segment de la finance, que ce soit les actions, les obligations, les cryptos, à travers des fonds d'investissement tout simplement cotés en bourse. On va essayer de parler de tes passions aussi. Et qu'est-ce qui t'a amené dans la finance? Toi, tu as d'abord commencé, alors j'ai entendu, tu as fait du foot. Je trouve ça intéressant de parler de foot déjà. On peut commencer comme ça. C'est ça qui te passionne. C'est sûr. Non. Donc le foot, l'art, comme tu disais, la passion. C'est ça qui lie les choses dans la vie. Je jouais énormément au foot en France. Je suis d'origine française, de Paris. Et malheureusement, à l'âge de 17 ans, j'ai dû arrêter ma carrière pour les croisés, donc le stéréotype, le fameux croisé du genou gauche, hein, et j'ai dû commencer à m'intéresser au côté académique, et j'ai vite rencontré en fait un intérêt pour les maths, les statistiques, la finance, et c'est un peu comme ça que j'ai pu vraiment virer en termes de carrière et trouver quelque chose qui me passionne tout autant que le foot, sachant que voilà, la finance, comme on disait, touche un peu à tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est le fait de pouvoir travailler dans un milieu où chaque jour est différent, où les phases de marché font intervenir des décisions, te font changer d'avis, te font investir sur de nouvelles classes d'actifs, te font réfléchir sur l'état de ton portefeuille. Et le fait de pouvoir aider les investisseurs, que ce soit particuliers ou institutionnels, à prendre de bonnes décisions, à voir ce qui existe dans le marché et comment ça peut faciliter un petit peu cette prise de conscience sur la liberté financière qui est gérée à travers l'investissement. La finance, en fait, je pense que c'est un peu un chemin, on va dire, facile, où on se dit, tiens, il faut que je fasse de l'argent. Ouais. Et peut-être que quand tu fais un choix... toi, en fait, tu voulais être professionnel, footballeur professionnel, faut le préciser. Ouais. C'était pas juste une passion comme ça avec les copains. T'es allé au-delà de cette passion en te disant, je veux faire ça. Je pense qu'après, tu te dis, qu'est-ce qui me reste après Coup dur d'abord. Ouais, coup dur. Donc, devoir accepter ce changement et ensuite de virer sur autre chose. C'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Et comme on en avait parlé aussi, le fait de lier ça à une passion te permet de passer à autre chose. Et là, tu es passé à autre chose. Bon, l'autre chose est quand même bien. On va pas se cacher. Tu es devenu Head of Sales, c'est ça? Oui. Et du coup, tu as eu l'occasion de travailler avec Swissquote, entre autres pour parler de... On est là pour parler de ça, de ton travail avec nous, mais surtout de parler de comment tu es arrivé là. Ouais. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à travailler avec Xtrackers déjà? Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à structurer des produits sur des comos tout au début. J'ai fait de la vente dans de différents pays, donc il faut savoir aussi que je parle quelques langues, ce qui m'a permis aussi de couvrir quelques pays, dont la Suisse. J'ai fait du consulting, j'ai travaillé aux Pays-Bas, en Espagne, en Argentine, en Angleterre, pour terminer à Zurich il y a maintenant 10 ans. J'ai pu grandir au sein de Xtrackers. J'ai pris plus de responsabilités pour diriger l'équipe suisse, tout en gardant un œil sur justement ce qui m'intéresse le plus, c'est l'interaction avec les clients, les investisseurs, de vraiment développer les idées d'investissement, de voir quelle est l'allocation désirée des différents investisseurs et de comprendre tout simplement la demande et de faciliter l'accès au marché
à quelconque particulier. Et c'est là que Swissquote aussi entre en jeu, sachant qu'il y a une nécessité d'émancipation de connaissance des finances et d'accès à la finance qui est clairement transmise par une boîte comme Swissquote, cette boîte IT qui devient banque, qui s'ouvre à l'investisseur particulier en Suisse et à l'extérieur, et qui fait tout simplement l'accès à la finance qui est si important pour la liberté personnelle, accessible à tous. Et c'est ça qui nous a rejoints, Xtrackers et Swissquote, ou Swissquote et Xtrackers. Et on est très reconnaissant, très content de la collaboration, sachant que voilà, cette plateforme Swissquote représente vraiment quelque chose de nouveau pour Xtrackers, là où on se concentrait beaucoup plus sur les clients institutionnels, les marchés, et là on voit un petit peu cet aspect marketing, cet aspect innovateur qui se joint à nous à travers vous. Et puis moi je suis content que tu parles d'accès à la finance. Pour moi l'accès à la finance c'est aussi la connaissance de la finance, de ce qu'il y a autour. Et toi tu travailles avec un acteur quand même majeur. Vous êtes un des leaders des ETF en Europe, on va dire. Tout à fait. Et c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, les gens qu'il y a derrière qui travaillent avec ça. Moi ça m'intéresse de savoir en fait comment est-ce qu'on fait comment on crée un fonds, voilà, comment on fait un ETF, vous qui en... Voilà, en fait, l'idée initiale de l'ETF, c'était de justement avoir une approche démocratique à l'investissement. C'est-à-dire que peu importe que tu sois un fonds de pension, un investisseur particulier, tu vas avoir le même accès à travers la bourse, tu vas avoir les mêmes conditions à travers l'ETF au marché. L'ETF en soi, c'est quoi? C'est un fonds qui réplique un indice, qui réplique une stratégie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir accès à des actions singulières, vous avez la possibilité d'investir sur un marché dans sa totalité, que ce soit le SMI, que ce soit le S&P 500, que ce soit l'Eurostock 50, le CAC 40, quoi que ce soit, cet outil donne à l'investisseur final la possibilité d'accéder au marché en entier à travers une exécution, un trade. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une expérience de vie que tu partages. Et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus liquide, beaucoup plus transparente, qui rend la chose beaucoup plus accessible à tous. Et qui réduit les coûts aussi. Et qui réduit les coûts, exactement, énormément, énormément. Que ce soit les coûts de transaction, que ce soit au niveau des coûts des fonds, bien sûr, des fonds qui sont à bas niveau de TER, de expense ratio. Donc encore une fois, cet aspect démocratique qui m'intéresse énormément pour justement donner accès au marché à travers un véhicule comme celui de l'ETF. Toi qui es aussi dans ce milieu où on parle de fonds, on parlait en off de crypto et de fonds crypto. Je trouve que la crypto, c'est vraiment l'exemple aujourd'hui de la démocratisation de la finance, ou en tout cas de l'extrême individualisation de la finance. Décentralisation. Exactement, on veut avoir accès à notre monnaie. Toi qui es dans ces acteurs de fonds d'investissement, est-ce que tu vois quelque chose de bénéfique à ça? La crypto, c'est quand même une révolution. Tout à fait. Non, donc la crypto, faut s'avouer qu'elle a sa place dans la finance. Et ça représente jusqu'à 1% de la taille globale du monde d'investissement. Et donc celui qui n'investit pas dans les cryptos a forcément une sous-pondération à une asset class et donc court le risque de ne pas être suffisamment diversifié. Maintenant, la crypto reste extrêmement volatile. La crypto se joint à des problèmes peut-être de cybersécurité, de questions de dépositaires, de décentralisation, dans un monde financier qui aime quand même cet aspect central. C'est-à-dire on a le dépositaire central, on a le lieu de cotation central, on a ce besoin d'avoir un repère central sur l'investissement, alors que justement la crypto décentralise toute chose. Le fait de marier un ETF ou un ETC avec la crypto
facilite un petit peu cette transition des deux mondes, c'est-à-dire donnant accès à de la crypto à travers un fonds ou une note, un ETC, donne la possibilité de un peu centraliser au moins la liquidité, au moins le lieu de cotation, au moins le dépositaire, afin de pouvoir marier justement ces deux mondes pour intégrer la crypto dans un contexte multi-asset, dans un contexte de diversification. Et c'est ça l'intérêt d'un produit sur les cryptos. Et pour rappel, Exchange Traded Funds, c'est ETF et ETC. C'est Exchange Traded Commodities, Exchange Traded Certificates, selon les définitions. Ici, c'est des certificats, c'est-à-dire des structures de dette qui sont backées par les cryptos en question. Du coup, on en parlait de ces fonds crypto, c'est un peu le trend aussi. C'est quoi l'avantage en fait d'un fonds crypto? L'avantage, c'est encore une fois, c'est marier cet ancien monde de la finance avec la nouvelle technologie décentralisée. C'est le fait d'avoir dans son propre dépôt toutes les positions, d'avoir un portefeuille entier au même endroit. C'est d'avoir un accès à une bourse, une cotation centralisée sur la même que vous pouvez acheter un ETF sur les actions, les obligations, etc. Et c'est le fait d'avoir tout simplement au niveau de la sécurité un système dépositaire derrière qui permet justement de contrer tout risque de cybersécurité, de cyberattaque pour les investisseurs qui sont un petit peu, voilà, qui sont plus axés sur les risques ou la peur de prise de risque. Est-ce que tu as vu un changement générationnel en fait dans les ETF et dans l'adoption des ETF? Il y a un phénomène très particulier qui s'est développé sur les dernières années, depuis 20 ans déjà aux États-Unis, depuis 10 ans à peu près en Allemagne, et quelque chose qui vient tout juste ici en Suisse, et c'est les savings plans. C'est la possibilité d'investir de manière récurrente, que ça soit mensuel, hebdomadaire, trimestriel, sur un plan d'investissement structuré sur une ou plusieurs expositions et qui permet aux investisseurs de tout simplement, sans y réfléchir, mettre leur argent en action pour développer leur patrimoine. C'est un marché qui a explosé donc aux États-Unis, qui a fait énormément de millionnaires déjà aux États-Unis, donc des track drivers qui ont investi dans le S&P 500 depuis 20 ans de manière mensuelle, ont réussi à vraiment générer un patrimoine qui est hors la norme. En Allemagne, la même chose, des savings plans avec les plateformes qui s'est développé énormément. C'est quelque chose qui se fait aussi de plus en plus pour épargner d'une manière plus intelligente peut-être, pour les nouvelles générations, donc pour les plus jeunes, les parents qui mettent de l'argent de côté pour la jeune génération. Et c'est à travers donc, ces savings plans, ces plans d'épargne en actions, en obligations, pour participer dans le marché, qui se développe énormément et qui est aussi un axe de développement pour vous et pour autres acteurs dans le marché. Et c'est cela qui a changé un petit peu cette face de l'investisseur suisse, qui traditionnellement a toujours été plutôt axé institutionnel, axé banque privée, et qui se développe pour, encore une fois, démocratiser l'investissement, pour donner accès au monde de l'investissement à quiconque, avec le montant le plus petit possible, de manière fréquente. Et réduire les coûts et de nouveau réduire le risque, parce que plus on le fait à long terme, comme on dit DCA, donc réduire les coûts sur le long terme, c'est aussi l'une des raisons. C'est l'une des raisons et c'est très important dans un sens où il y a ce concept de cost averaging. C'est-à-dire que le fait d'investir d'une manière fréquente fait que l'on investit peu importe la phase de marché. C'est-à-dire lorsque le marché a baissé, on investit, on a plus de parts pour le montant d'investissement. Lorsque le marché monte,
on participe dans le momentum, dans l'évolution positive du marché. Et donc en soi, on dirait que ça s'égalise, ça s'équilibre, mais en fait, les phases de montée sont beaucoup plus longues que les phases de crise. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'investir sur des moments très précis dans des actions, par exemple, à prix plus avantageux, mais cet aspect momentum est sur le long terme. Et c'est-à-dire que le cost averaging permet une évaluation positive du volume de patrimoine. Parlons peut-être un peu de ta vie. Moi, ça m'intéresse en fait vraiment. Et je voudrais savoir en fait comment toi, déjà, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as investi par exemple? C'est un truc qui m'intéresse. Pour quelqu'un qui travaille dans la finance, est-ce que tu peux nous partager ça? Je pense la première fois que j'ai investi, ça doit être à l'université. C'était aux Pays-Bas. Une peur dans l'estomac, honnêtement. Peur de perdre de l'argent dans quelque chose d'aussi fou que les actions. et cette sensation de vraiment de prise de risque sur le moment. Et ensuite, cette éducation financière qui m'a permis de justement avoir moins peur, justement de voir les intérêts, d'investir, de voir l'évolution des portefeuilles, d'éviter la peur et de la changer en quelque chose de bénéfique pour justement son portefeuille personnel, pour sa vision, pour pouvoir financer les projets du futur, que ce soit une voiture, comme on en avait parlé, une voiture, le premier appart, toutes choses comme les vacances, un investissement particulier. Donc le fait de vraiment se rendre compte de l'investissement comme un outil pour exercer ses vœux, pour réaliser ses rêves et ses projets en général. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Puis c'est dur de se projeter dans le futur. On en parlait, moi j'ai déjà me projeter sur une année, c'est compliqué pour moi. Alors sur 10 ans, et j'ai l'impression que ça vient aussi avec l'âge, mais comment on fait pour éduquer quelqu'un ou un enfant, par exemple, je sais que t'es papa, et comment on fait pour éduquer un enfant sur la finance et le futur? Et surtout culturellement parlant aussi, dans beaucoup de cultures, c'est un petit peu tabou d'en parler. C'est l'argent, c'est quelque chose de moins conçu, moins transparent. Les parents n'en parlent pas aux enfants, et c'est justement là ce besoin d'émancipation afin de pouvoir promouvoir cette richesse personnelle, cette optimisation du potentiel, parce que voilà, soyons honnêtes, on vit dans un monde où tout coûte de l'argent, et le fait d'émanciper, de faire comprendre les marchés et l'intérêt d'investir sur les différentes expositions qui nous sont présentées fait que voilà, cette peur dans le ventre, elle disparaît un peu. Cette réalisation d'investissement comme un besoin est présent, et c'est important pour toutes et tous. Oui, peu importe le projet. D'ailleurs, on parle d'argent, mais souvent on parle de projet de vie. Des fois, c'est aussi compliqué de se projeter. C'est toujours un saut dans le vide. Toi, tu le gères comment, ce saut dans le vide? À gérer. Est-ce qu'on peut gérer un saut dans le vide? Je sais pas. Avec un parachute? Avec un parachute, exactement. Donc voilà, peut-être un parachute financier, je sais pas. Non, en fait, on en parlait auparavant, c'est vrai que faut rester extrêmement fluide dans la vie, faut savoir s'adapter. Et c'est quelque chose que tu as fait, que tu continues à faire, que moi j'ai pu faire aussi. C'est intéressant. Les projets à court, moyen et long terme sont quelque chose qui doivent être réfléchis et qui doivent être financés, encore une fois, pour en revenir là-dessus. Donc une émancipation financière est importante pour toutes et tous. Puis à côté de la finance, quand tu finis le travail, moi ça m'intéresse, t'as quoi comme autre passion? Je sais qu'il y en a. Ouais, il y en a quelques-unes. Je le vois dans tes yeux. Il y en a quelques-unes. Donc non, je continue à jouer au foot à un niveau très très bas avec des gens très très vieux. Donc qui est probablement très très
élevé, même si tu dis que c'est très très bas. Je suis sûr que C'est très lent. très bon. Disons que c'est très très lent, mais on s'amuse beaucoup. Ensuite, tout ce qui est art, tout ce qui est musique, bien sûr, les voyages, le sport en général. Avec mon fils, on fait beaucoup de sport ensemble. La peinture, tu m'as dit. La peinture, voilà. Donc, quelque chose qui relaxe énormément, qui après une journée difficile au travail, peut en effet te donner un petit peu ce monde plus simple, plus relaxant. Et voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de passion dans ton travail aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la vie d'un asset manager? La vie d'un asset manager. Ce que j'avais dit au début, ce qui est passionnant dans ce travail, c'est que chaque jour est différent. Un président d'outre-mer décide sur les tarifs, qu'il y ait des conflits malheureusement géopolitiques, qu'il y ait des décisions des banques centrales, qu'il y ait des mouvements sur le Bitcoin, fait que nous avons des demandes et des interactions à chaque fois différentes avec nos clients, avec les prospects de Xtrackers. Énormément de projets, énormément d'innovations aussi au niveau des ETF, donc le lancement de nouveaux produits, de nouvelles stratégies. Anciennement, on était extrêmement axé sur la réplication passive d'un indice comme le S&P 500. Maintenant, il y a une évolution vers des stratégies actives. C'est-à-dire, alors, parce que je ne connais pas vraiment ce sujet-là. C'est-à-dire de tout simplement répliquer les idées d'un gérant qui a une certaine force sur un marché, sur une exposition spécifique, qui essaye de générer de l'alpha, c'est-à-dire une surperformance par rapport au marché, et de tout simplement construire un fonds qui est coté en bourse, qui représente, qui réplique cette stratégie et qui donne à travers donc cette structure un accès plus simple aux idées du gérant. Comment on crée une stratégie vraiment quand on travaille là-dedans? Tu vois, les gens se disent tiens, il y a un ETF, comment ils ont choisi ces actions là-dedans ou voilà. Donc il y a encore une fois ce côté passif où on ne choisit absolument rien, où on choisit tout simplement de suivre le S&P 500 par exemple, ou des stratégies un petit peu plus innovantes, du equal weight, du factoriel, choisir un secteur par rapport à un autre, faire une rotation à cet égard. Et ensuite, il y a cette gestion active. C'est quoi cette gestion active? C'est tout simplement une personne spécialisée qui a trouvé soit dans le marché, soit dans son analyse fondamentale des sous-jacents, une manière de surperformer le marché. Et c'est-à-dire de jouer un petit peu sur ses connaissances, sur des spécificités de marché, afin de créer une plus-value, idéalement, par rapport au marché, par rapport à un indice. Et c'est un projet, c'est une évolution dans le marché qui existe depuis certaines années déjà aux États-Unis et qui s'est développé surtout sur les 3-4 dernières années ici en Europe, où des gérants ayant des stratégies différentes vont essayer de surperformer les marchés et à travers un ETF donner accès à cette stratégie à tout investisseur. Et toi, tu as un secteur qui te parle ces temps où tu te dis tiens, ça c'est intéressant, on n'a jamais vu, ou alors, je sais pas, une anecdote sur un secteur qui est intéressant. De nouveau, hein, c'est pas des conseils en investissement, c'est juste... Surtout pas, non. Surtout pas, non. C'est surtout savoir un peu ce qu'il y a de fascinant, en fait. Moi, c'est ça qui me... Tout à fait. Donc, au niveau de l'innovation, au niveau aussi de l'évolution des marchés récemment sur les 3-4 dernières années, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est clairement présent dans tout ce qui est IT, Information Technology, qui est clairement présent aux États-Unis. Mais c'est une application à tout secteur par la suite. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, comment va-t-elle révolutionner le secteur du healthcare? Comment elle va révolutionner la finance? Comment elle va révolutionner l'industriel? Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de trouver vraiment cette application de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs et de trouver
qui sont les gagnants, les vainqueurs, qui sont ceux qui doivent encore énormément s'améliorer afin de ne pas perdre de part de marché à travers l'application de AI. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant au quotidien et sur lequel il y a des solutions différentes dans le marché afin de pouvoir justement aussi profiter, de pouvoir participer aussi dans cette révolution de l'AI. Au-delà de l'impact dans des secteurs spécifiques, est-ce que tu crois que dans la finance, l'IA, quand on parle de l'utilisation de l'IA dans la finance, est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'on voit déjà des choses? Parce que peut-être qu'on n'est pas au courant, mais je sais pas, il y a des fonds qui sont trouvés par l'IA ou qui sont gérés activement par l'IA, je sais pas. Ça existe en effet, donc que ça soit chez nous ou d'autres fournisseurs, il y a en effet des ETF qui se concentrent sur l'IA. Dans notre cas, on utilise l'IA pour trouver l'IA, c'est-à-dire à travers l'IA de trouver quelles sont les boîtes qui ont les patentes sur les thèmes qui sont liés à l'IA. C'est extrêmement intéressant. C'est un produit qui fonctionne très bien. Maintenant, l'IA, en général, il y a des banques qui sont plus avancées que d'autres. Il y a des banques beaucoup plus axées sur la technologie que d'autres. Et là, on voit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, on voit des différences énormes. C'est-à-dire que ce soit au niveau de l'infrastructure, l'IT, des banques, que ce soit au niveau du dépositaire, que ce soit au niveau de l'interface du home banking, que ce soit au niveau de l'interface de l'application, on en a parlé avant. Il y a des différences de qualité, il y a des différences d'avancement qui sont énormes entre les différents acteurs. Et c'est quelque chose qui va devoir être adressé au plus vite, je pense, dans le secteur financier. Et c'est quelque chose que ça soit aux États-Unis, que ce soit les grandes banques américaines ou les grandes banques pan-européennes, c'est un thème omniprésent. Et je pense dans le secteur bancaire, ce qui est intéressant aussi, c'est la sécurité et l'IA. Parce que l'innovation n'est pas forcément signe de sécurité. Ça ouvre des brèches à de l'insécurité peut-être. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus sur la sécurité et l'IA en fait, dans la finance Disons que c'est un sujet omniprésent, encore une fois, au niveau du risk management. C'est-à-dire que ça soit une banque, un asset manager, que ça soit des assurances, le risk management a des projets partout sur justement l'implication et l'impact de l'IA sur le quotidien, sur leur activité en général. Donc, tu crois que je serais remplacé du coup par l'IA? Je pense pas. Impossible. Impossible de remplacer? Non, impossible d'être remplacé. Et surtout, il y a des... C'est le charisme. C'est le charisme. Tu sais qu'en théorie, dans quelques années, ils pourront créer des IA avec plus de charisme que nous. Ouais, mais après, il faut le définir, le charisme. Ça passe par quoi? Ça passe par... Exactement. Il faudra les personnes pour bien le définir. Exactement. C'est comme ça que ton rôle changera. C'est ça la beauté de l'ETF. C'est-à-dire que ça change un petit peu de la distribution traditionnelle d'un fonds actif. Encore une fois, basé sur une idée d'un gérant particulier. Là, on donne accès au marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Et comme le marché est extrêmement volatile récemment, comme le marché fait des choses extraordinaires, comme en 2023-2024, le S&P 500 qui fait plus de 20% par année, et ben, il y a des discussions qui s'ouvrent à toutes et à tous. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le fait de pouvoir justement aussi maintenant être beaucoup plus axé sur comment diversifier vis-à-vis des actions américaines, que faire dans son portefeuille afin de contrer un petit peu cette volatilité sur les marchés US, fait que voilà, notre travail, il est jamais boring, on a toujours de quoi faire et c'est vrai que les journées se font plus longues. C'est fascinant et c'est rassurant de savoir qu'il y a en fait des gens derrière. En fait, on rencontre rarement les gens qui travaillent derrière ces ETF. Donc, merci déjà de partager ça et ta vie en fait. Là, on va aussi dans les détails de ta vie. Je veux dire, c'est fascinant. Et puis pour quelqu'un qui a commencé à investir il y a très peu de temps, je trouve que voir des têtes derrière ça, derrière les fonds, derrière les produits, on est aussi plus à l'aise à poser des questions, à s'éduquer. Peut-être que je vais profiter de t'avoir pour te poser la question.
pour les personnes qui souhaiteraient peut-être s'intéresser en fait à s'éduquer autour de ça, ce serait quoi le premier step pour toi, pour quelqu'un qui ne connaît rien vraiment? Le premier step serait donc de savoir quelle est la différence entre une action et une obligation, c'est-à-dire une émission de dette ou tout simplement une émission d'une part d'une entreprise, de savoir quels sont les risques auxquels on s'expose en utilisant ce genre de véhicule. Ensuite, c'est d'analyser la plateforme sur laquelle on a envie de créer son portefeuille, de s'assurer que les coûts de transaction sont abordables, que l'échange d'informations avec cette banque, avec cette plateforme, soit à son goût. Et ensuite, de regarder quelles sont les meilleures méthodes d'allocation selon ses besoins d'investissement. C'est-à-dire, pour certains, ça sera des produits structurés, ça sera des actions singulières, ça sera un ETF, ça sera des AMC, de vraiment savoir dans quoi on investit, de bien comprendre les structures. Souvent, et c'est bien sûr aussi le rôle de l'ETF, c'est de faciliter, de simplifier l'accès au marché, mais le fait que ce produit soit si simple, derrière, il y a beaucoup de technicité. Et c'est de justement comprendre, c'est quoi cette technicité? La même chose avec les produits structurés, la même chose avec tout simplement les actions, avec les obligations, de savoir quels sont les risques que je prends si je prends une action, si je prends une obligation, quels sont les revenus à espérer, et de gérer son portefeuille. Et pour en terminer, un point extrêmement important, c'est de vraiment toujours regarder la diversification, d'avoir un portefeuille diversifié afin de pouvoir un petit peu soutenir tout choc exogène dans le marché et d'avoir un portefeuille qui soit moins volatile dans sa totalité et qui puisse justement s'établir sur le long terme. Et pour toi, ce serait quoi la raison numéro 1 d'investir en fait? C'est-à-dire qu'on regarde tout simplement, surtout en Suisse, quel est le taux qu'on reçoit sur un compte courant commun. Et on voit que l'argent ne bouge pas, que le monde, la vie continue à bouger et que le compte est mis de côté. Et c'est un peu triste, c'est-à-dire c'est de pouvoir vraiment participer dans l'évolution du marché, participer dans l'évolution du monde, d'avoir la possibilité de voir son patrimoine grandir avec les marchés. Au final, c'est ça, c'est de pouvoir participer dans l'évolution positive des marchés et de pouvoir vraiment aller au-delà d'un compte en francs suisses. Et d'ailleurs, je répète de nouveau, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste une expérience de vie que tu partages, et je pense que c'est aussi... pour moi, j'ai beaucoup d'humilité à être à côté de toi. Je me dis, il y a beaucoup de choses que j'aimerais apprendre de ton expérience. Je pense que ça passe beaucoup par les années dans le monde de la finance, dans le secteur bancaire, puis aussi dans plusieurs pays. Toi, tu as beaucoup voyagé. Hein. Oui. Est-ce que tu vois des différences vraiment je pense culturellement déjà. Culturellement, énormément. Ouais. Non, et après, économiquement parlant, bien sûr, si on regarde les deux extrêmes, l'Argentine et la Suisse, disons ce côté stable de la Suisse avec ce côté fou de l'Argentine, c'est des expériences extrêmement différentes et ça enrichit toute vie. C'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde en fait, c'est de pouvoir aussi se diversifier un petit peu dans les expériences de la vie. Ouais, culturellement. Culturellement, et c'est vrai qu'il y a des cultures hallucinantes autour du globe et d'aller les rencontrer, de poser des questions, d'apprendre, d'être ensemble et de se comprendre. Je pense que c'est essentiel pour la vie. Merci encore d'être venu sur le podcast. Merci. Je pense qu'on a vraiment passé un bon moment. Vous venez d'écouter Unlock, le podcast présenté par Swissquote, que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute de podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à liker, ça nous aide beaucoup pour le référencement et aussi à nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.